Bonjour mes bonnes gens, comme vous le voyez, nous sommes toujours en pleine guerre de Vendée. Je suis entouré des chefs vendéens qui sont ici. Mais je vois un autre chef vendéen qui arrive, Jean-Nicolas Stofflet. C'est lui qui va vous causer de sa guerre de Vendée. Bonjour mes bonnes gens, selon la formule consacrée de Jean Camille. Alors ça fait bien longtemps qu'on ne s'est vu d'ailleurs, c'était avant l'été, enfin plutôt au début de l'été, et d'ailleurs le soleil est toujours là, radieux, pour reprendre le cours de notre histoire des guerres de Vendée. Alors je vous avais laissé, il me semble, à Saint-Florent-le-Vieil, sur les bords de la Loire, où nous avions évoqué dans la dernière émission le fameux passage de la Loire par l'armée vendéenne le 18 octobre 1793, donc c'était au lendemain de la cruelle défaite de Cholet. Je vous resitue rapidement les événements parce que ça fait quand même 2 bons mois que nous les avons quittés. Les événements de l'automne, je vous rappelle que donc le 2 septembre s'est tenu à Saumur un grand conseil de guerre des forces républicaines. Alors on avait là tous les états-majors, tous les généraux républicains, les représentants en mission, c'est-à-dire les députés envoyés par la Convention pour surveiller tout le monde. Et ce grand conseil de guerre a décidé du plan d'attaque contre la Vendée, ce fameux grand étau qui doit se resserrer sur les Vendéens, grâce au soutien, à l'apport d'une nouvelle armée, l'armée de Mayence, venue des frontières de l'Est, qui passait pour la meilleure armée d'Europe. Cette armée est envoyée, donc ça a été décidé à Saumur par Nantes, sur le pays de Ré d'abord, et elle va prendre en faucille la Vendée insurgée justement par le pays de Ré, et se refermer petit à petit avec des forces venues du sud, venues des Sables, venues de Luçon, et puis également venues par les Deux-Sèvres, par le sud des Deux-Sèvres, se resserrer de cette manière sur le cœur insurgé de la Vendée, c'est-à-dire le noyau Cholet, Mortagne, Mauléon, qui s'appelait à l'époque Châtillon-sur-Sèvre. Et peu à peu, les Vendéens vont d'abord tenir bon face à ce premier choc au mois de septembre. Vous vous souvenez certainement donc d'une série de victoires retentissantes, la victoire à Coron, au Pont-Barré le 18 septembre, à Torfou, la grande bataille de Torfou le 19 septembre 1793, qui sera suivie par d'autres succès des Vendéens à Saint-Fulgent et à Montaigu. Donc les Vendéens vont respirer un temps après ces victoires, mais les Républicains ont une telle puissance et un tel apport continu de renforts, alors que les Vendéens s'épuisent de leur côté, que finalement cet étau va se resserrer. Au cours du mois d'octobre, les Vendéens vont perdre leur position de bataille en bataille au bois des Chèvres, c'est entre Mauléon et Bressuire par exemple, à Châtillon, donc à Mauléon au mois d'octobre également, et puis Mortagne va tomber, c'était le siège de l'Arsenal, de l'artillerie, le 15 octobre, et Cholet va finalement, la capitale, qui passe pour la capitale, la ville principale de l'insurrection vendéenne, va tomber le 17 octobre, après 2 batailles en fait. Il y a une première bataille le 15 octobre, en avant de Cholet, entre Saint-Christophe-du-Bois et le château de la Tremblay. Et donc c'est une défaite vendéenne au cours de laquelle Lescure va être blessé grièvement. Et puis le 17 octobre, la fameuse bataille de Cholet, c'est la bataille décisive en fait, qui décide du sort de la Vendée. Le 17 octobre donc, les Vendéens se replient vers la Loire, la seule issue qui leur est offerte. D'ailleurs ils se sont assurés, si vous vous souvenez bien, d'une tête de pont, d'ailleurs, qu'on avait envoyé quelques jours auparavant, la veille, prendre justement, s'assurer une position entre Varades et Saint-Florent-le-Vieil, au cas où les Vendéens seraient battus. C'est ce qui se passe. Les Vendéens ont franchi la Loire le 18 octobre 1793 et c'est là où nous en sommes. Alors les Républicains, déjà, ont la surprise de découvrir que les Vendéens ont fui au-delà, sur la rive droite du fleuve. C'est un peu sidérant d'ailleurs, Napoléon sera lui-même surpris dans ses mémoires. Les Vendéens vont d'abord se cantonner à Ingrande pour s'organiser. Ils ont quitté Varades, ils passent à Ingrande, un petit peu plus à l'est. Là, Henri de la Rochejacquelin a été désigné comme nouveau généralissime parce que Delbé a été blessé à Cholet. Et Delbé est blessé et évacué vers Noirmoutier, que Charette a pris le 12 octobre, je vous le rappelle. Donc la Rochejacquelin est le nouveau généralissime de l'armée, la grande armée catholique et royale au nord de la Loire. Alors,
il n'a que 21 ans, c'est vous dire quand même du personnage qu'on a surnommé ultérieurement l'Achille de la Vendée. C'est vrai, c'est un combattant extraordinaire, un meneur d'hommes. Il a hésité à accepter ce titre. L'escure était pressenti d'ailleurs, mais il a été tellement blessé qu'il ne peut pas en assurer le commandement. Donc c'est Laroche-Jacquelin qui prend les commandes, les rênes, qui va tenter de prendre les commandes, les rênes de la grande armée catholique et royale. Donc on a quitté Varades. Au passage, je vous signale qu'on a enterré le corps de Bonchamp dans le cimetière de Varades. Il existe aujourd'hui dans le cimetière un grand monument, d'ailleurs, qui rappelle cette première sépulture de Bonchamp. Et pour tordre le cou à la légende, je vous signale quand même que les républicains n'ont pas profané cette première sépulture de Bonchamp, parce qu'on a raconté parfois que les Bleus avaient déterré Bonchamp, lui avaient coupé la tête pour l'exhiber. C'est faux, c'est une légende. Bonchamp a bien été inhumé là, avant d'être transféré plus tard sous la Restauration à Saint-Florent-le-Vieil, où il repose d'ailleurs toujours. Donc les Vendéens sont passés de 19 à 1 grande, ils organisent l'armée en divisions, l'artillerie est confiée à Gaspard de Bernard de Marigny et la cavalerie à Talmont, au prince de Talmont. Et ils vont pousser vers Laval justement, puisque c'était l'objectif qu'avait Talmont en tête, en poussant les Vendéens à se diriger justement vers Laval, vers ces terres lavalloises. Donc le 20, les Vendéens sont à Candé, ils poussent vers Segré, ils entrent à Château-Gontier le 21. Autant vous dire qu'ils rencontrent assez peu de résistance finalement, hein. Bon, l'armée est quand même assez consistante. Et puis à l'annonce de l'approche des Vendéens, on verra ça pendant toute la virée de Galerne, les autorités, enfin les administrateurs des départements, districts ou communes ont une fâcheuse tendance à détaler à toutes jambes en emportant la caisse et les papiers. Il y a assez peu de résistance, assez peu de témérité de ce côté républicain là. Donc le 21, les Vendéens sont à Château-Gontier, ils vont pousser jusqu'à Laval sans trop de difficultés, s'emparer de la ville de Laval, qui va leur apporter quand même des subsistances, hein, ils vont pouvoir souffler un moment, se réapprovisionner, ils sont en territoire ami, hein, nous sommes en pays de chouannerie, de la première chouannerie, celle du fameux Jean Cottereau depuis 1792. Ils vont d'ailleurs recevoir des renforts chouans, de ce qu'on va appeler la Petite Vendée, parce que ce noyau d'insurrection chouane justement va naître du passage des Vendéens sur ces terres au nord de la Loire. Alors on a Jean Cottereau, on a Treton, le fameux Jambe d'Argent, on va avoir Aimé Casimir Piquet du Boisguy. Alors il est de Parigné, lui, de la région de Fougères, il contrôle ces insurgés de ce coin de l'île-et-Vilaine. On a aussi un monsieur Jacques, qui lui vient plus du sud, il vient de la région de Sablé, monsieur Jacques Bruneau de la Mérousière. Oh, un sacré bonhomme celui-là. Donc on a un apport substantiel d'un bon millier d'hommes pour venir au secours, en renfort, à nos Vendéens. Et ça va pas être de trop, justement, parce que les Bleus, eux, ils n'ont pas abandonné la partie. Ils ont passé la Loire, eux aussi. Bon, pas à Saint-Florent, hein, faut pas rêver, ils ont utilisé les ponts. Un peu plus loin. Et ils vont commencer à pousser en direction des Vendéens, à l'approche vers Laval, dès le 24 octobre. Alors là, on a notre salopard de Westermann, qui va tenter de rejouer son coup de Châtillon. Vous vous souvenez, à Châtillon, hein, quelques mois auparavant, pendant l'été, il avait réussi à investir la ville, à surprendre les Vendéens qui n'avaient pas mis de sentinelle, et puis à étriper tout le monde. Il se dit, je vais refaire le coup de Châtillon à Laval, je vais aller surprendre les Vendéens dans la ville la nuit, et je vais aller égorger tout ce beau monde, et j'en tirerai tous les lauriers de la victoire. Malheureusement, ça va tourner un peu court. Donc il attaque. Il a pour ça l'avant-garde des Républicains, qui est commandé par Beaupuy. Il va attaquer entre le 24 et le 25 octobre dans les Landes de la Croix-Bataille. Ça va pas être un succès pour lui. Il va se faire ratatiner. Les Landes de la Croix-Bataille, pour ceux qui situent, ça a perdu un peu de son charme aujourd'hui. Il n'y a plus de Landes. C'est un terrain d'aviation. Donc c'est un peu difficile, hein. C'est l'aérodrome de Laval-en-Trame. Donc sur ce terrain-là, les Bleus, Westermann et Beaupuy vont se faire battre et refluer plus au sud, vers le Lion d'Angers, après cette première victoire vendéenne, parce qu'il va y en avoir d'autres. Le 26 octobre,
va avoir lieu le principal affrontement entre toutes les forces vendéennes et républicaines à Entrammes, justement, pas très loin des Landes de la Croix-Bataille. C'était un samedi, si je me souviens bien. J'y étais. Donc là va avoir lieu cette grande confrontation, cette fameuse bataille d'Entrammes, qui est une des plus grandes victoires, une des plus belles batailles de cette virée de Galerne. L'affrontement va être dur, hein. Le sort ne va pas se décider tout de suite quant à la victoire, mais grâce à Jean Cottereau, c'est là l'intérêt d'avoir des gens du pays, Jean Cottereau va indiquer aux Vendéens, à De Hargue, qu'il y a sur un des flancs de ce champ de bataille, un des côtés de ce champ de bataille, un chemin dérobé, un petit pont auquel personne n'a pensé. Et les Vendéens, justement, vont envoyer un détachement contourner le flanc républicain par ce petit pont et attaquer, mais alors tirer quasiment à bout portant, les flancs républicains, qui va semer une déroute épouvantable de ce côté-là, et va permettre aux Vendéens de remporter la victoire. Et une très très belle victoire, la deuxième victoire, parce qu'il y en a une troisième, figurez-vous. Les Vendéens ne vont pas en rester là. Ils vont attaquer le 28 à Cran. Alors là, c'est au sud-ouest de Laval, au sud-ouest de la Mayenne, hein, la ville de Cran, qui s'écrit Craon, mais qui se prononce Cran. C'est une ville de Mayenne, mais qui était autrefois en Anjou. Je le dis pour les Angevins qui y sont attachés, c'était autrefois la première baronnie d'Anjou. Bref, le 28 octobre, les Vendéens vont battre à plat de couture à nouveau de Colonne, de Chambertin et Aulagnier, et ce sera la troisième victoire signée là dans cet espace de temps par les Vendéens. Alors là, on peut se dire, et c'est ce que va se dire La Roche-Jacquelin, on est à Laval, 3 victoires d'affilée, là, les Vendéens sont remontés comme des coucous suisses. Et Laurent Jacquelin va se dire, la route est ouverte jusqu'à la Loire, on peut rentrer au pays, les forces républicaines sont totalement désorganisées d'ici à la Loire, on n'aura pas de peine à repartir au pays, on n'en est pas si loin que ça. Mais malheureusement pour La Roche-Jacquelin, l'état-major est tiraillé entre plusieurs contradictions, plusieurs ambitions des uns et des autres, et tout au long de la virée de Galerne, ça va contrarier les plans, les marches. C'est pour ça que lorsque l'on observe la marche des Vendéens au nord de la Loire, on est un peu surpris des zigzags, des virages étranges là, que prend justement cette armée pendant cette marche jusqu'à Granville au final. Il y a donc des avis divergents. Certains estiment qu'il faut plutôt attaquer vers Rennes parce que pour soulever la Bretagne déjà, et puis on a Cadoudal qui a fait ses armes en Vendée. En prenant Rennes, on arriverait à créer une nouvelle Vendée en Bretagne. Et puis il y en a d'autres qui disent maintenant il faut marcher vers Paris. Alors ça part dans tous les sens. Et finalement, l'armée, contre toute attente, va se mettre en marche vers le nord, vers le nord-est, en direction de Mayenne. Mayenne est prise le 1er novembre. Le 1er novembre, j'ai tiens à ma chronologie. En direction d'Alençon. On peut se dire on va continuer vers Alençon, vers la Normandie, peut-être vers Paris. Mais non, finalement, là, virage un quart de tour à gauche, on file en direction de Saint-Malo. Saint-Malo parce que on a eu connaissance justement d'un éventuel soutien anglais qui pourrait être apporté à condition que les Vendéens s'emportent un port de mer. On a pensé à Saint-Malo et effectivement c'est un peu malvenu parce que Saint-Malo c'est quand même très bien défendu. Donc on prend la direction de Saint-Malo par Ernée. Ernée est atteint le 2 novembre. Et puis Fougères le 3, après une bataille, la ville résiste bien. Elle a été mise en défense par un certain Obenheim, un ingénieur, un type un peu trouble, un peu louche, dont on va reparler plus tard. Mais les Vendéens vont réussir à contourner la ville par le sud, passer par la porte Saint-Sulpice et vont finalement s'en emparer et puis mettre la main sur tout ce que contient de butin Fougères. Notamment des armes et des munitions, vont zigouiller quelques bleus au passage. Entre-temps, je vous signale qu'à sur la route d'Ernée à Fougères, à la Pèlerine, l'Escure, le saint du Poitou, a fini par rendre son âme à Dieu. Et il avait été très grièvement blessé, je vous l'ai dit, à la bataille de Saint-Christophe-la-Tremblay. Il a été transporté, mais dans des conditions de souffrance épouvantables, sur tout ce chemin là au nord de la Loire jusqu'à Ernée, jusqu'à la Pèlerine, et il est mort sur place. On l'a enterré discrètement son corps
Il y a toujours une ombre, un mystère sur ce qui est devenu justement la dépouille de Lescure, puisqu'on avait caché son corps. On voulait pas qu'il soit profane, que sa tombe soit profanée par les républicains lors de leur passage. Donc il y a toujours cette zone de mystère quant à la sépulture de Lescure. Donc les Vendéens poursuivent vers Fougères et vont suivre la direction plus loin de en train, puis Dol de Bretagne, et puis vont obliquer, réalisant que les remparts de Saint-Malo sont décidément imprenables, complètement dans l'autre sens, en direction de Granville, qui sera le but de leur expédition finalement, du fameux port qu'ils souhaitent prendre. Ils vont marcher sur Granville, passer par je vais vite pour terminer l'émission, passer aux abords du Mont Saint-Michel, et d'ailleurs c'est la première fois que le Mont Saint-Michel sera pris d'assaut par les Vendéens, qui vont proposer à des prêtres réfractaires justement la liberté, puisque le Mont Saint-Michel servait de prison de prêtres, et filer vers Avranches. Je vais vous laisser à Avranches, parce que je parle trop et le compteur a tourné. Je pensais arriver à Granville à temps, mais finalement j'ai pris du retard. Je vais vous laisser à Avranches. Donc je vous resitue, le Mont Saint-Michel, on est passé au Mont Saint-Michel le 11. Nous arrivons le 11 novembre, nous arrivons à Avranches, où l'armée va laisser les non-combattants, les blessés, là à Avranches, avant de partir à l'assaut de Granville. Ça sera pour la prochaine fois. Donc à la semaine prochaine, à bientôt.